Il en faut beaucoup pour me mettre en colère, mais je dois avouer que lorsque j'entends des gens présumés intelligents dire d'un air sentencieux « ça, on ne peut pas le retirer à Macron, il a un bon bilan économique, c'est un Mozart de la finance », je dois avouer que lorsque j'entends une pareille ineptie, il me prend une furieuse envie de me taillader de fureur les mollets et les cuisses. Car enfin, le bilan économique de Macronor Covidor est au-delà de la catastrophe. La totalité des indicateurs sont au rouge vif. Alors, question pour un champion. D'où vient cette expression imbécile « Macronor Terminator est un Mozart de la finance ». Cela vient du fait qu'il est passé chez Rothschild pour faire de la fusion-acquisition. Et qu'il se dit partout que lorsque l'on passe chez Rothschild pour faire de la fusion-acquisition, on est un as de la finance. Ce qui est évidemment faux, archi faux, archi faux. Pourquoi ? Parce que le métier de la fusion-acquisition ne demande aucune connaissance économique particulière. Et je peux le dire en toute connaissance de cause puisque j'ai exercé ce métier. Alors, en quoi consiste ce métier ? Cela consiste à téléphoner au président d'un groupe pour lui dire que le président d'un autre groupe souhaiterait le rencontrer. Et cela consiste donc à organiser un déjeuner entre les deux présidents des deux groupes. Jusqu'ici, il n'y a pas besoin d'être un as de la finance. Un bon déjeuner à trois est donc organisé, évidemment, dans un excellent restaurant. Les présidents discutent de leurs affaires et conviennent éventuellement d'un rapprochement ou d'une acquisition commune. Le bonhomme, spécialiste de la fusion-acquisition, prend bonne note de tout ça et transmet le dossier aux avocats de la banque qui vont monter une opération de fusion-acquisition en 2 temps et 3 mouvements. Le bonhomme spécialiste de la fusion-acquisition fera l'intermédiaire entre les deux présidents et les avocats au cours de somptueux déjeuners dans de somptueux restaurants, et cela jusqu'à la signature de l'opération. Finalement, savoir faire de la fusion-acquisition ne demande nullement que l'on soit un Mozart de la finance, mais demande très certainement que l'on soit un Mozart du caviar ou un Mozart du foie gras, c'est selon. Et c'est la raison pour laquelle il y a peu de femmes qui exercent ce métier, qui se traduit immanquablement par des kilos de cellulite qui font floc-floc au cours de jogging de remise en forme. Macronor Terminator, à l'évidence, n'est ni un Mozart de la finance, ni un Mozart tout court. N'insultons pas la mémoire de ce compositeur de génie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un téléspectateur de TV Liberté m'ayant demandé de faire une chronique sur le cas Bernard-Henri Lévy, et comme je suis un garçon particulièrement charitable, je vais faire plaisir à ce téléspectateur et faire une chronique sur BHL. J'avoue avoir beaucoup hésité sur l'angle d'attaque, car vous connaissez bien le bonhomme et je n'ai pas envie de répéter ce que vous savez déjà. Et j'ai trouvé mon angle d'attaque. Il s'agit d'une anecdote personnelle que je vais vous conter de ce pas et qui doit dater d'une 20aine d'années environ. Par un beau matin de printemps, je rejoins en voiture mon bureau parisien et me branche quelques secondes sur France Intox pour connaître les dernières nouvelles des chats écrasés. J'écoute une journaliste qui raconte doctement que Bernard-Henri Lévy ne supporte plus la légèreté de la vie parisienne et va donc se rendre en Afghanistan, pays dans lequel se déroule une guerre sans merci entre les talibans et la coalition occidentale dirigée par les États-Unis. En fin de matinée, je rejoins un grand restaurant parisien invité, une fois n'est pas coutume, par un banquier parisien. J'arrive en avance, je m'installe dans une salle à manger luxueuse et soudain surgit Bernard-Henri Lévy, qui s'installe à une table collée contre la mienne et que j'ai en face de moi à 1 mètre de distance au maximum. Arrive ensuite un homme de type afghan qui s'installe lui aussi juste à côté de moi. La personne qui m'avait invité n'étant toujours pas là, j'écoute la conversation entre BHL et l'Afghan, l'air de rien, sans avoir l'air d'y toucher. Manifestement, puisque c'était annoncé sur France Intox, BHL devait aller au-devant du peuple afghan pour partager ses misères. Mais j'assiste en réalité à un débat surréaliste. Les questions que bossait BHL à l'Afghan,
qui était l'organisateur du voyage, était incroyable. Y a-t-il un hôtel confortable? Y a-t-il une piscine? Tout cela est-il vraiment sécurisé? Etc., etc., etc. Le voyage de BHL, claironné comme le voyage de soutien à toutes les misères du monde, était en fait un voyage standard dans des conditions luxueuses. La personne qui m'avait invité étant arrivée, j'oublie nos deux voisins, mais soudain, au moment du dessert, je regarde du coin de l'œil BHL, qui avait ouvert sa chemise blanche jusqu'au nombril et exhibait sa poitrine dénudée aux yeux de tous. Un coup de chaleur sans doute. Dieu merci, sa ceinture restait fermée. Je pensais instantanément que s'il avait chaud dans un grand palace parisien climatisé, qu'en serait-il à Kaboul? Il risquait de terminer le déjeuner nu comme un verre. De ce contexte que j'ai vécu et de ce contact charnel avec BHL, j'en ai tiré la conclusion importante qu'il était effectivement résistant, mais un résistant de pacotille, poitrine dénudée ou pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. La liberté d'expression en France est réduite comme peau de chagrin, comme nous le savons tous, et j'en pleure toutes les larmes de mon corps, rien que de le dire. Au moyen de lois très liberticides votées depuis un demi-siècle, et par la grâce d'un système politico-médiatique qui est à la liberté d'expression ce que les goulags staliniens furent au bonheur de vivre, nous sommes désormais enserrés dans les filets de la dictature d'expression et d'opinion. Cependant, par-ci, par-là, quelques petites flammes de liberté peuvent s'allumer qui réchauffent le cœur et sèchent les larmes. L'une de ces petites flammes concerne Génération Identitaire, dont les militants viennent de se faire relaxer. Petit retour en arrière. En octobre 2020, les courageux militants parisiens de Génération Identitaire procèdent à une campagne d'affichage contre le maire de la commune de Goussainville, dans le Val d'Oise. Ils dénoncent la très grande proximité présumée de ce maire, Abdelaziz Hamida, avec les milieux islamistes purs et durs, et le soupçonnent d'être fiché S. Là, les garçons, vous aviez fait trop fort, vous aviez dépassé les bornes. Faut pas pousser tonton sur le gazon quand même. À l'évidence, Abdelaziz n'était pas islamiste et était même peut-être catholique traditionnaliste. Il était donc normal que les militants de Génération Identitaire fassent de la garde à vue, soient attaqués en justice et soient tous condamnés à de lourdes peines d'amende. On ne critique quand même pas l'islamisme, non mais des fois. Critiquer des adeptes de la religion de paix et d'amour, mais ils sont fous, ces militants de Génération Identitaire. Ils auraient collé des affiches anticatholiques, ils auraient tout de suite touché de grosses subventions d'associations gauchistes. Eh les gars de Génération Identitaire, choisissez les bons combats, bon sang de sort, essayez d'être intelligents, que diantre. Cela dit, les militants de Génération Identitaire ont fait appel à leur condamnation. Et viennent d'être relaxés. Relax, Max. C'était bien la peine que Moussa Darmarien, ministre de l'Intérieur au petit pied, fasse interdire l'association Génération Identitaire pour des motifs sans la moindre consistance. Le Darmarien s'est épuisé sur un dossier Génération Identitaire totalement vide, mais est aux abonnés absents sur les tout récents drames qui ont endeuillé des familles au cri de Allah Akbar. Telle est la triste réalité. Mais Moussa Darmarien, sois-en sûr et certain, 2027 approche déjà à grande vitesse. Je vous souhaite une très bonne soirée. À Nice, il y a quelques jours, un charmant jeune homme,
toque à la porte de l'appartement d'une charmante jeune fille de 21 ans, lui saute dessus, l'étrangle à moitié, la viole 2 fois et s'en va tout content. Pour ce charmant jeune homme, la vie est belle, il est immigré clandestin, il doit quitter le territoire français, la justice le garde pendant 48 heures bien au chaud et le voilà libre dès la 49e heure pour recommencer ses galipettes strangulatoires. À titre personnel, je trouve cette histoire très belle. À l'évidence, notre immigré clandestin avait un trop-plein d'amour qu'il a pu déverser de façon pacifique et amoureuse chez une jeune fille de 21 ans. Qu'on se le dise, il s'agit bien d'un acte de paix et d'amour. Vous allez me dire, tabasser et stranguler, c'est tout de même un peu violent. Oui et non. Chacun sait que la femme blanche adore se faire tabasser et stranguler avant de se faire violer 2 fois si possible. J'ai visionné une vidéo montrant ce délicieux violeur-tabasseur entouré de 2 policiers. Je me suis dit que le procureur de Nice avait eu tout à fait raison de le libérer. Je me suis aussi dit qu'il serait assez amusant que le procureur se fasse à son tour tabasser, stranguler et violer 2 fois par ce charmant immigré clandestin. Ce serait même extrêmement drôle. Je l'imagine tout ensanglanté, la voix brisée par la strangulation, remontant péniblement son pantalon et déclamant « Quel moment magnifique de paix et d'amour !» Bien sûr, il y aura toujours des franchouillards pathétiques pour critiquer ce genre de comportement de la part d'un immigré clandestin. Ils diront également que la justice est à ce point pourrie qu'elle libère en 48 heures un immigré clandestin violeur et strangulateur. Et les parents de la jeune fille violée pleurnicheront stupidement sur le sort de leur fille strangulée et violée 2 fois. Moi je réponds, rien n'est plus beau que cette société de paix et d'amour qui permet de violer et de stranguler dans la joie et la bonne humeur sans être inquiété en quoi que ce soit. Cela révèle de façon irréfutable la beauté inouïe de cette France multiculturelle dans laquelle chacun peut déverser n'importe où son trop-plein d'amour. La vie est belle pour notre violeur strangulateur immigré clandestin, comme elle est belle pour la jeune fille strangulée et doublement violée, et comme elle sera belle pour toutes les jeunes filles qui auront la chance de bénéficier à l'avenir des actes de paix et d'amour de notre violeur strangulateur immigré clandestin. Décidément, en France, plus belle est la vie multiculturelle, notamment dans le sud de la France, par exemple à Marseille, où des chances pour la France, dans la même semaine, ont eu le bon goût de poignarder un père de famille qui allait chercher ses enfants dans une école catholique. Quand d'autres chances de la France menaçaient de mort des enseignants dans une autre école. Décidément, quelle chance à la France d'accueillir tant de chances pour la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ce soir, je suis vraiment triste pour Bernard-Henri Lévy, car il vient de se prendre une claque supplémentaire qui doit lui donner des nuits blanches. En effet, son ennemi juré, le monstre Zemmour, l'extrémiste Zemmour, celui qui est de confession juive, mais que BHL a traité d'antisémite. Et là, il fallait oser. Donc, l'horrible Zemmour vient d'être relaxé par la Cour d'appel de Paris. Lors d'une confrontation sur le plateau de CNews entre Zemmour et BHL en 2019, Zemmour avait eu l'outrecuidance de dire que Pétain, chef de l'État français, avait sauvé des Juifs. BHL s'en était étranglé, avait agonie d'injures l'excellent Zemmour et, injure suprême, l'avait traité de révisionniste et de négationniste. Et dans la France dictatoriale actuelle, traiter quelqu'un de révisionniste et de négationniste consiste à le condamner à mort sans autre forme de procès et donc à le conduire tout droit dans les flammes d'un bon gros bûcher bien mérité. À mort, le négationniste révisionniste.
En première instance, Zemmour avait été condamné, mais en appel, il vient d'être relaxé. Dur, dur pour BHL, qui en prend plein la tronche, comme on dit dans les quartiers chics de Lyon. Cette décision de la Cour d'appel de Paris est absolument fondamentale. Nous vivons depuis 3/4 de siècle sur un roman historique concernant la période 1920-1945, roman historique à sens unique, faisant fi de la réalité, mais correspondant à une idéologie devenue l'alpha et l'oméga de l'histoire de France. À l'intérieur de cette idéologie, le maréchal Pétain est le plus ignoble personnage que la Terre ait jamais porté, et rien de positif ne peut être mis à son actif. À l'inverse, le général de Gaulle est le Français le plus exceptionnel de tous les temps, lui qui a sauvé la France du désastre. De façon extraordinairement courageuse, Éric Zemmour, dans son souci permanent de dire la vérité historique, a pris le risque personnel de défendre ce qui est considéré comme indéfendable, à savoir que le maréchal Pétain n'est pas du tout ce que l'histoire officielle nous raconte, et donc, concernant la population juive installée en France depuis des générations, ou installée depuis quelques années car ayant quitté l'Allemagne nazie, il développe une réalité incontestable, à savoir que le chef de l'État français a sauvé de nombreuses vies juives. À cet égard, 3 livres tout récents, qui doivent faire à eux 3 presque 2000 pages, revisitent de façon brillante et extrêmement fouillée la période 1920-1945. Il s'agit des ouvrages de Jacques Boncompin et de Claude Fezandier. Pour tous ceux qui ont soif de vérité historique, au détriment d'une idéologie délétère, ces 3 livres passionnants sont à lire d'urgence, car ils remettent bien des choses à l'endroit et démontrent implacablement que l'histoire officielle, jusqu'ici non discutable, doit impérativement être revisitée. Je conseille à Bernard-Henri Lévy de lire ces 3 ouvrages, mais je crains qu'il n'ait pas le temps de le faire. Ses pitreries sur les plateaux de télévision ou dans les pays en guerre lui prennent certainement trop de temps pour cela. Et puis, il préfère écrire lui-même, tout nu devant son écran, c'est lui-même qui le dit. Eh bien, tant pis pour la vérité historique. Je vous souhaite une très bonne soirée.